Alors, messieurs, cette vidéo est un peu improvisée, mais j'essaye d'offrir une aide aux élèves qui manquent aujourd'hui. Cette image-là, vous la connaissez déjà, c'est l'entreprise avec tout ce qui est approvisionné, le input, et tout ce qui est produit et créé dans l'entreprise et après qui est vendu, qui représente le output. Cette image au tableau est un résumé et une survue du chapitre 4 et 5, les contextes environnementaux, les groupes d'intérêt, chapitre 6, le concept d'entreprise, valeurs fondamentales, objectifs et stratégies et les mesures mises en place. Et ici au centre de l'intérieur de l'entreprise, la structure organisationnelle. Or, nous venons du chapitre 4 et 5, les sphères environnementales ou bien la macroéconomie autour de l'entreprise que l'on ne peut pas influencer. On subit tout simplement les influences de la technologie, de l'économie, du droit, de la société, etc. Ici, ces sphères-là, l'environnement nous influence. C'est soit on s'adapte, soit on se noie et on ne survit pas comme entreprise. De l'autre côté, nous avons ici les groupes d'intérêt qui, on a appris, exercent des exigences face à une entreprise, mais de l'autre côté, réciproquement, l'entreprise aura également des attentes face à ses acteurs. Et ici, il y a plus de possibilités d'influence directe. Or, dans le chapitre 4 et 5, on a fait ces analyses-là, on en a tiré des conclusions, et dans le chapitre 6, dans le concept d'entreprise, suite à cette analyse de l'entourage de l'entreprise, on a formulé un concept d'entreprise, soit disons la raison d'être de l'entreprise. On en a défini les valeurs fondamentales, une charte de comportement, par exemple. On en a formulé des objectifs à atteindre à long, moyen et court terme, avec des priorités évidemment, et on en a défini une stratégie. Comment arriver à ces objectifs? Et bien évidemment, ça doit être découpé en mesures. Jusqu'à présent, tous ces efforts se sont passés sur du papier. Le papier accepte tout. Et maintenant, il s'agit, avec la structure organisationnelle à l'intérieur de l'entreprise, de mettre en œuvre toutes ces analyses, ces mesures, ces stratégies, ces priorités qu'on a définies. Et dans l'entreprise, à l'intérieur, je voulais encore indiquer que tout ce qui est rouge là, c'est à l'extérieur de l'entreprise, et ce qui est bleu, c'est à l'intérieur de l'entreprise, avec exception de ça qui est rédigé à l'intérieur, mais qui s'adresse vers l'extérieur. C'est la démarche sur le marché, en fait. Vous me suivez? Oui. Ok. Donc, on distingue deux principales formes d'organisation. Une, c'est l'organisation structurelle qui nous démontre d'un côté les différents postes ou activités avec hiérarchie. Ici, tout en haut, j'ai mis PDG. Vous avez déjà entendu l'expression PDG?
Ça veut dire président, directeur général. En anglais, c'est le CEO, Chief Executive Officer. En dessous, par exemple, le A représente le département des achats, P, c'est le département de la production, V et M, c'est vente et marketing, admin, administration. C'est des regroupements d'activités similaires dans la structure. En bas de ce département des achats, il pourrait y avoir un acheteur de produits finis, un acheteur de produits semi-finis ou l'acheteur des matières premières. Dans le sens horizontal, ça serait la deuxième forme principale d'organisation, ça serait l'organisation procédurale, le flux des tâches. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Qu'est-ce qui suit après? Où est-ce que les compétences et les responsabilités s'arrêtent entre l'achat et la production, la vente et le marketing et l'administration? Les facteurs clés de toute forme d'organisation, qu'elle soit structurelle ou bien procédurale, dans le déroulement des activités, c'est qu'il n'y a pas d'organisation juste ou fausse. Chaque entreprise doit trouver sa forme d'organisation idéale pour leur structure, pour leur activité, pour leur branche, pour leur marché. Et les questions clés, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qui doit faire quelque chose, comment le faire, quand le faire et où le faire. Par exemple, une question principale, surtout en Suisse, on a assez un marché de haut de gamme, haut de prix, c'est la qualité. Est-ce que la qualité, c'est uniquement la responsabilité des achats? Est-ce que c'est simplement la responsabilité de la production, de la vente ou de l'administration? Il faut définir ça. Et actuellement, pour cet exemple imaginaire, je n'ai pas de réponse dans ce sens-là. Et évidemment, toute cette organisation doit être bien synchronisée et dans une sorte d'engrenage qui fait du sens selon les environnements autour de l'entreprise à l'extérieur et doit être cohérent avec la formulation du concept d'entreprise, des valeurs fondamentales et des objectifs. Ça va être fou de formuler un objectif et une stratégie en disant l'année prochaine on veut doubler le chiffre d'affaires, mais dans les objectifs, la stratégie et les mesures, vous n'êtes pas prêt à mettre derrière cet objectif plus de personnel ou plus de ressources financières. Parce que 2 fois le chiffre d'affaires de l'année dernière, ça ne va pas tomber du ciel. Il faut que ça soit cohérent. Dans le concept de l'organisation structurelle, on a l'hiérarchie, qui est chef de quel poste, et ces lignes-là représentent les liens. Aussi, la voie de communication. Normalement, le PDG ne devrait pas aller dire à l'employé des achats des matières premières comment il faut qu'il fasse son job, son travail. Ça, c'est une tâche qui est posée là au chef des achats, par exemple.
Vous voyez ici ce petit cercle-là, ça représente un état-major. Les états-majors, normalement, n'ont pas d'autorisation de donner des ordres. Les états-majors préparent les décisions, suggèrent ou proposent des activités. Un autre terme assez important, c'est la marge de contrôle. Si vous regardez ici, le PDG là, il a des liens directs avec le chef du département des achats, de la production, vente et marketing, administration et son état-major. Donc, sa marge de contrôle direct, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Et normalement, dans la pratique, on dit qu'une marge de contrôle directe d'un supérieur, plus de 10 à 12 collaborateurs, c'est trop pour gérer. Parce que sinon, vous êtes tout le temps en train de gérer vos collaborateurs et vous n'êtes pas productif, en fait. La voie hiérarchique représente aussi la voie de communication. Il faut toujours suivre les lignes dans la communication. Donc, dans le dossier et dans la vidéo YouTube précédente, il y a différentes structures d'organisation, donc fonctionnelles. Ça, c'est typiquement achat, production, vente, marketing, administration. C'est des différentes fonctions qui sont regroupées dans des activités similaires. Il y a une structure divisionnelle. Par exemple, chez Nestlé, les eaux, les cafés, les sucreries, la confiserie, tout ce qui est chocolat sucré, etc. Puis Nestlé a une très grande division de pet food, nourriture des animaux domestiques. Une structure divisionnelle pourrait être également regroupée par des marchés géographiques ou par produits ou bien par marché. Vous avez aussi dans la première vidéo YouTube la structure matricielle. C'est une structure d'organisation assez compliquée. Voilà, je crois que grosso modo, on a parlé des points les plus importants. Voilà. Peut-être en justification pour laquelle je ne porte pas de masque, on garde assez de distance sociale et on a les fenêtres ouvertes. Alors, merci.